une espèce de club de la fac de droit. Bon, et il dit un truc sur la révolution et les individus. Et du coup, j'ai dû leur parler de 68. Il y a un peu le même thème, mais je vais le prendre différemment ici parce que c'est pas le même public que la fac de droit. Bon. Je crois qu'il faut partir d'abord d'une idée qui est un véritable paradoxe. C'est jamais on a eu une crise du capitalisme aussi profonde que celle qu'on connaît aujourd'hui. Et jamais le mot révolutionnaire a été, je dirais pas discrédité, mais disons en tout cas que cette crise, pour le moment, en dehors de l'Espagne et de la Grèce, ne profite pas aux anticapitalistes. Elle profite à tous les nationalistes, les populistes, les intégristes. Alors c'est l'UKP en Angleterre, c'est le Front National en France, je veux dire, c'est des nationalistes parfois un peu plus à gauche, mais globalement, en dehors de l'Espagne et de la Grèce, c'est-à-dire Podemos et Syriza, les anticapitalistes aujourd'hui sont tous en crise. À commencer par nous, pas le cacher. Hein. Le NPA, je trouve même qu'il y a beaucoup de monde ce soir, vu le petit nombre qu'on est sur Clermont, et le fait qu'on a connu des scissions, notamment à Clermont, etc., des camarades qui ont rejoint le front de gauche, certains s'en mordent les doigts, mais je veux dire, c'est la réalité. Bien. Donc, il y a ce paradoxe qu'il faut expliquer, et savoir surtout comment on peut réagir. Je répète, on n'a jamais eu une telle crise du capitalisme, même en 68. En 68, il n'y avait pas de chômeurs, très peu, peut-être 100 000. Aujourd'hui, il y a près de 5 millions. Il n'y avait pas la crise du capitalisme, le capitalisme était en apogée. Il y avait un autre type de crise, politique, chez les jeunes, on va en dire deux mots, mais il n'y avait pas cette crise qu'on connaît. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la crise qu'on connaît aujourd'hui, à partir du moment où on accepte le type de société dans lequel on vit, qu'on soit de gauche ou de droite, si on accepte ce type de société, on est obligé de faire de l'austérité. Alors je ne vais pas décrire ici, mais je veux dire ce que fait Hollande, qui est horrible, et Valls, enfin chaque jour maintenant, il y a une saloperie, il défend les patrons, il défend tout ça, je ne vais pas expliquer. C'est même pire que la droite. Parce que comme ils sont de gauche, ils ont l'impression qu'ils peuvent aller plus loin que la droite, parce qu'il n'y aura pas de réaction. Mais nous, ça nous pose un problème. Je répète encore, j'aime bien me répéter, il y a une crise du capitalisme qui est terrible, et si on accepte le capitalisme, on est obligé, si on est de droite ou de gauche, de faire la même politique, l'austérité. Alors après, il y a des nuances, mais ça aboutit à une politique d'austérité. Alors quand c'est la gauche, elle en fait 2 ans, après elle se casse la gueule. C'est le cas des sociodémocrates en Grèce, qui sont écroulés, le PASOK. C'est le cas des socialistes en Espagne, le PSOE, sont écroulés. Puis en toute franchise, ça va être le cas du PS français, où Hollande maintenant est complètement discrédité, où les gens, mais pas à notre profit, attention, où les gens disent, Burke, c'est comme la droite, la gauche, la droite, tout ça, ça se vaut, puis après ils ajoutent Marine, pour certains, où ils votent plus, ils s'abstiennent. Donc c'est ça le dilemme, il faut répondre à cette question-là, on est entre militants proches, il faut essayer de répondre à cette question, pourquoi c'est pas nous, pourquoi c'est pas les anticapitalistes, et pourquoi c'est les nationalistes, fascistes, pas fascistes, fascisants, nazis comme en Grèce, aussi, obdorés, eux c'est des vrais nazis, hein. Mais bon, c'est pas exactement le cas du Front National actuel, en France, etc. Alors, quand on dit crise exceptionnelle, je crois que tout le monde l'accepte. J'ai même dit tout à l'heure à la fac de droit, il rigolait, mais il y a longtemps maintenant, il y a quelques années, même Sarkozy a eu un mot, ouais, le seul mot que Sarkozy m'a plu, enfin, a eu comme mot qui me plaisait, il a dit c'est une crise systémique. Ça veut donc dire que c'est pas des défauts d'individus, des mauvais patrons, des bons patrons, des mecs qui savent pas gérer, ça il y en a sûrement. Mais il a dit c'est une crise systémique, il n'en a pas tiré les conclusions, bien sûr. Si c'est une crise systémique, c'est le système qu'il faut mettre en cause. Et rien d'autre, mais tout le système. Sinon, on ne s'en sort pas. Et par exemple, encore, j'aime bien faire des parenthèses concrètes, Tsipras, pour qui on peut avoir de la sympathie, mais en Grèce, il va falloir qu'il choisisse. Il ne peut pas, les capitalistes lui foutent la troïka, etc., le couteau sous la gorge, ou il accepte les lois du capitalisme et calme, ce qui est possible, ou alors c'est la révolte, mais est-ce qu'elle est possible en Grèce? Enfin, je veux dire, c'est typique ce qui se passe en Grèce, hein. Plus il fait des concessions, plus les autres en demandent. Et les autres ont raison, de leur point de vue, je dis bien de leur point de vue, pour sauver le capitalisme, il faut frapper. Il
faut aujourd'hui baisser les retraites, faut développer le travail précaire, faut s'attaquer ce qu'ils vont faire là maintenant sur les problèmes de l'égalité pour les chômeurs, c'est-à-dire s'attaquer aux structures judiciaires qui permettent de sauver les chômeurs quand ils sont virés illégalement, etc. Il faut remettre tout ça en cause. Et c'est ce qu'ils essaient d'exiger de Tsipras. Les privatisations, alors il a déjà canné sur le port du Pirée, qui va laisser aux Chinois, mais c'est énorme. Sur les gros patrons qui payent rien comme impôt, l'Église, c'est les peuples là-bas, ne payent pas d'impôt en Grèce. Ça n'a rien à voir avec l'Église française, je leur viens. C'est des territoires énormes qu'ont l'Église en Grèce, qu'ont les églises en Grèce. Pas un pet d'impôt. Bon, mais est-ce qu'ils vont oser, est-ce qu'ils vont y arriver? Bon, bref, c'est une vraie bagarre, c'est une lutte de classe. Et bon, donc voilà où on en est. Alors, par rapport à ça, à cette crise économique, je répète, ceux qui en profitent, on l'a vu tout à l'heure, c'est tous les mouvements nationalistes qui se développent maintenant. Alors, la première explication, elle est simple, c'est ce que disent les nationalistes, pas comme le père Le Pen, mais comme la fille Le Pen. Le fond, c'est un fond fasciste, fascisant, c'est contre les immigrés, c'est raciste, c'est tout pour eux, mais elle le dit complètement différemment de son père. Son père s'adressait à une clientèle qui n'existe plus. Les anciens de l'Algérie française, ils ont mon âge, ou ils sont morts. Bon, les anciens vichistes, même Vichy, ça vous dit rien, à part la ville qui est à côté, mais les anciens collabos, je veux dire, sont morts. La fille Le Pen, elle a compris qu'il fallait complètement changer maintenant, qu'il fallait apparaître un peu comme anticapitaliste, alors qu'ils ne le sont pas du tout, parce que les grèves, elle n'est pas dedans, hein, mais qu'il fallait, bon, elle est conseillée par un gars qui ne vient pas du tout des groupes fascistes étudiants qu'on a connus, ma génération, mais qui vient de chez Chevènement, de son porte-parole. Donc, je veux dire, c'est beaucoup plus habile. Et elle développe une ligne, soi-disant anticapitaliste, qui ne l'est pas, mais une ligne où, des fois, effectivement, on peut trouver des points communs, hein. Ce qui d'ailleurs fait dire à la droite, pas l'extrême droite, regardez, elle défend le programme des gauchistes, qui après lui va sur les immigrés. Sauf que sur les immigrés, elle est tout aussi populaire. Parce que c'est pas la peine de nous faire des trucs. Moi, j'habite à Saint-Denis où il y a plein d'immigrés. C'est la première fois que j'entends même des immigrés me dire, moi, je voterai Marine. Confondant Marine et Besançon, d'ailleurs. Le Postier et Marine, vachement bien tous les deux. Dans la tête des gens, c'est confus. Qu'est-ce qu'ils leur mettent tous les deux? Et Marine, elle est bien. Alors tu dis, ouais, mais elle est raciste. Et un immigré maghrébin vous dit, elle est raciste, elle veut foutre dehors les Roms, elle n'a pas tort. Hein, parce que les Roms, alors que les Roms, ils sont une poignée en France, c'est grotesque. Bon, mais oui, les Roms, et puis les Roms contre les Maghrébins contre les Africains. Et hop, maintenant on voit tout ça qui jaillit. Et Marine là-dedans, poum, ou l'UPK en Angleterre. Sortons de l'Europe, sortons du marché commun. C'est l'Europe qui fout la merde. Très populaire, très populaire. Et même en Grèce, vous avez ça. Tsipras n'est pas là-dessus, mais vous avez ça, on sort de l'Europe. Ce qui est différent de se faire virer de l'Europe. Ça, c'est autre chose. Peut-être qu'ils se font virer, mais il ne faut pas demander, à mon avis, de sortir de l'Europe. Là, ça n'a pas de sens. Bon. Donc, on voit que partout, c'est ces groupes qui en profitent en Italie, enfin partout, c'est pas nous. Alors, la première conclusion, c'est de dire, nous, on n'est pas crédibles. On est sympa, mais pas crédible. Quand on vous dit Marine, le Postier, et qu'on ajoute Marine est plus crédible que le Postier, c'est vrai. Le Postier, Besançon, mais Poutou, tout ça. Moi, je vois dans les manifs à Paris, les gens les embrassent, les reconnaissent, les prennent en photo, mais ils vont quasiment les engueuler en disant pourquoi tu te présentes aux élections? Pas pour toi les élections. Laisse les autres. Et les autres, on vote pour ou on vote pas. Mais, ou on vote pour. Mais on vote pas pour toi, parce que t'es pas crédible. Mais t'es vachement bien. Ah, Besançon au poil, hein. Quand il passe à la télé, qu'est-ce qu'il leur met? Poutou, très bien, il est chez nous, parle comme nous, c'est bien. Bravo les gars, mais on ne fait pas confiance. Parce que ce qu'on raconte, c'est compliqué. C'est plus facile à comprendre quand on est dans la mouise, pour pas dire la merde, parce que je veux pas être grossier. C'est plus facile de comprendre quelqu'un qui vous dit tout ça c'est la faute des étrangers, tant de millions d'étrangers, il y aura tant de millions de chômeurs en moins, on les fout dehors, et vive la France, et produisons français, même Montebourg, hein, GPS, produisons français, et Cocorico, et on y va à toutes. Et nous on arrive avec les seules réponses justes, mais qui, si elles se bornent à ça, ne sont pas compréhensibles. On dit il faut diviser le travail humain dans toutes les mains ouvrières. Donc, au lieu de faire 42 heures, 43 heures, faisons 35 heures et même moins, mais tous, à salaire égal.
Donc on va distribuer du travail à tous maintenant, et il faut, et on peut, et économiquement on peut, mais ça implique, vous n'avez pas demandé à un patron aujourd'hui de faire ça. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'attaquer le système patronal, la propriété privée, bon, en grande partie, les privatisations, le travail précaire, de dire tout ça, ça va pas. Ils font ça parce qu'ils veulent faire du profit. Tout est privatisé, la culture est privatisée, la télé est privatisée maintenant. C'est faire du fric, faire du fric, faire du fric sur le dos des travailleurs. Mais ça implique, et c'est ce qu'on essaye de dire, on ne le dit pas toujours bien, ça implique de remettre en cause la société. Si on ne le fait pas, on est coincé par les autres. Absolument coincé. Parce que les autres, ils disent, mais on fait ce qu'on peut, regardez les Grecs, ils font ce qu'ils peuvent. Hollande dit, mais je suis d'accord avec vous, mais je fais ce que je peux. Et en même temps, il leur file tout, enfin, il leur donne tous ses vêtements. Bon, bref. Voilà dans quelle situation on se retrouve. Et alors, deuxième explication, elle est française celle-là, c'est qu'en France, on est un pays très riche qui a tout connu. On a connu une grève générale en 68, qui arrive, qui a foiré, parce qu'on est obligé de recommencer. Alors on a obtenu plein de trucs, mais en gros on a foiré. Le capitalisme est toujours là, c'est ça le problème, donc il faut recommencer. Et puis on a eu des années plus tard le programme commun, l'Union de la gauche, qui a gagné, et qui aujourd'hui a gagné, avec Hollande président, et ça foire. Nous les gens disent, ben, on a tout essayé, vous êtes marrants, vous. La grève générale, ceux qui l'ont faite. Les élections générales, moi je vote plus. Nombre de gens qui vous disent, hein, je ne suis pas le seul à entendre ça, je vote plus jamais pour Hollande, mais ils ne disent pas pour qui ils vont voter, hein, ou ils ne voteront pas. Mais sur le thème, ils nous ont eu. La gauche, elle est prise dans les scandales financiers encore. L'avion, on ne va pas en faire une histoire, l'avion de Valls hier pour aller voir le match de foot. Enfin, bon, chacun rajoute trois couches, mais ils sont tous là-dedans, tous. C'est tous les milieux politiques pourris. Et l'idée du tous pourri, ça paye. Donc en France, on a eu ça. Les deux exceptions, la Grèce et l'Espagne, c'est pour une raison très simple. Ils ont eu une tapée de lutte, de mobilisation. Il y a eu, je crois, en Grèce, je me trompe peut-être un ou deux, 17 grèves générales. En Espagne, il y a eu, vous vous rappelez, les places occupées, etc. Et les deux mouvements qui tiendront ce qui tiendront, moi je suis un peu sceptique, mais moi je les soutiens pour le moment, mais alors, il faut être très prudent, mais Podemos et Syriza, ça tient parce qu'il y a eu ces mouvements de masse fantastiques derrière. Mais maintenant, ils sont confrontés au même problème. C'est-à-dire Podemos va négocier, parce qu'ils ne peuvent pas avoir la majorité absolue ni à Madrid ni à Barcelone, est-ce qu'ils vont entamer des négociations avec les socialistes, qui sont discrédités? Le chef de Podemos se fait élire secrétaire général par Internet, où on appuie sur un bouton. Question démocratique, c'est pas génial. Hein. Bon, ils demandent maintenant qu'on dissolve les partis politiques dans Podemos, nous obligeant, si on ne va pas se faire virer, nos copains espagnols à changer de nom, sinon ils vont se faire virer. Donc je veux dire, on a Tsipras, que moi je connais bien, parce qu'à l'époque où il faisait 3%, il venait nous voir tout le temps. Bon, Tsipras qui maintenant se sent plus, et il commence à avoir une gauche qui est très forte, qui fait 35, parfois 40% des votes. Parfois il est à deux doigts d'être mis en minorité dans Syriza, tellement il fait de concessions. Donc tout ça, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est positif, mais ça peut s'écrouler, c'est pas solide. Hein. Bon, dans Podemos, il n'y a pas de parti politique à part nous, c'est pour ça qu'il a demandé la dissolution, parce que le gars qui dirige tout ça, Pablo Iglesias, c'est pas un ami, même si des fois on s'entend, mais c'est pas un ami. Syriza, c'est complètement différent, c'est une coalition de toute une série de fractions qui viennent du PC. Bon, et là-dedans, il y a une gauche qui est très forte. Mais je veux dire, rien n'est joué là-dedans. Alors, il faut soutenir, mais pas les organisations, le peuple grec, le peuple espagnol, il faut les aider, tout ça, c'est évident. Mais, je répète, nous, on n'est pas des inconditionnels de la direction de Podemos et de Syriza, parce qu'on est lucide, tout simplement lucide, on sait qui sont ces dirigeants, les faiblesses qu'ils ont, etc. Alors, le deuxième point, on peut dire, bon, mais les luttes. Alors, tu en as très bien parlé, mais il y a une caractéristique dans tout ce que tu as dit qui est totalement juste, c'est qu'il y a plein de luttes, je prends la France, radicales, très violentes, parfois même où les ouvriers menacent de cramer leur usine, mais locales. Les grandes luttes nationales, on ne les a plus. Les grandes mobilisations nationales, on ne les a plus. Alors c'est de la faute à la fois des partis qui se disent de gauche, qui ne veulent pas mobiliser, parce qu'ils font des discours contre le gouvernement, ils préparent les élections, hein, c'est tout, et des directions syndicales, qui ne veulent pas mobiliser non plus.
D'où on a une tapée de lutte, les Fralib, ils se foutent en coopérative, vous avez vu la télé, il y a des tas de luttes. Il y a des luttes au niveau d'une usine qui va fermer, mais vous avez des luttes écologiques, tu en as parlé aussi, extrêmement importantes, bon, où on est en plein dedans, et qui réunissent des milliers et des milliers de gens. Bon, mais je veux dire, il n'y a pas de lutte nationale. Et ça, c'est un vrai problème. Ça fait des années qu'on n'a plus de mobilisation nationale. De temps en temps, on a un jour de grève, un jour, pour faire plaisir aux directions syndicales, on assiste à des phénomènes de grève de la grève, sauf des secteurs comme les hôpitaux, comme les enseignants. Mais dès que vous avez une grève générale aujourd'hui d'une journée, souvent il y a plus de monde dans les manifs que dans les grèves. Parce que les gens vous disent, j'ai déjà pas un rond, si en plus il faut que je perde des ronds pour une journée de grève qui ne sert à rien, sauf si on nous promet d'aller jusqu'au bout, mais on ne nous promet pas d'aller jusqu'au bout, je préfère aller à la manif, ça coûte moins cher. Donc des fois on a plus de monde dans les manifs que dans les grèves. Mais on a un vrai problème, c'est qu'on a des directions syndicales aujourd'hui qui ne font pas leur boulot. Pas aujourd'hui comme hier, mais aujourd'hui ça se sent encore plus. Il n'y a pas de coordination, il n'y a rien. Et du coup, ça accentue le désarroi des gens qui ne croient plus aux luttes. Dans les meetings, c'est pour ça que je suis étonné qu'il y ait autant de monde ici, vu le nombre qu'on est. Mais je veux dire, dans les meetings, on a un monde fou. Nous, mais le PC, les Verts, à réunir du monde. Le référendum PS et les 2/3 n'ont pas voté de ce qu'ils disent être leur adhérent. Ils n'ont pas voté, c'est ce qui est possible. Hein. Parce qu'il y a, vous le sentez vous-même, il y a un désintérêt. Les gens ne sont pas contre nous, mais ils disent à quoi ça sert. Ce que vous faites, vous perdez votre temps. C'est la démerde individuelle, le chacun pour soi. Et ça compte énormément. Alors, je ne dis pas que ça va durer. Hein. Je ne dis pas du tout ça, sinon je ne serais pas là. Mais je pense qu'il faut qu'on en tienne compte. Plus, et c'est lié à ça, la crise de la gauche. Le front de gauche est en pleine crise. Je sais qu'il y a des camarades de chez nous qui ont cru, bon, mais moi je n'en veux pas, hein, pourquoi pas, sur le thème de la révolution, on est toujours pour, mais c'est pas pour aujourd'hui, alors on va au front de gauche. Il y en a même qui pensaient aller au parti de gauche de Mélenchon. Puis ils ont aperçu que Mélenchon est plus que bizarre, c'est un gars qui est sympathique, moi je le connais par cœur, il est plus à gauche que le PC, mais il peut tenir un discours gauchiste et il dort avec le portrait de Mitterrand sur son lit. Et pour lui, les luttes, d'accord, mais ce qui compte, c'est les élections. Il vient de faire un mouvement pour une nouvelle République dont tout le monde se tape. Parce que si je fais un référendum ici, vous êtes pour la 6e République, c'est vraiment pas, c'est le caset de vos soucis, à juste titre. Tout le monde s'en tape. Et le résultat, c'est que son truc est en train de foirer. Et il ne se rend pas compte que, y compris dans le PC, Mélenchon, ça choque. Bon, moi, j'étais assez au PC, mais je veux dire, c'est pas le style du PC, Mélenchon. C'est un espèce de grande gueule qui attaque les journalistes, ça c'est le côté franc-mac et lambertiste, pour ceux qui connaissent, qui attaque les journalistes, qui peut être très violent en parole, et puis qui ensuite, c'est vive les élections, je vais gagner, mégalo, en même temps mégalo, enfin, je veux dire, il est en train de se péter la gueule, Mélenchon. Et du coup, dans l'Humanité, parce que je suis un des rares à lire l'Humanité ici, tous les matins, ce matin, Paul Laurent dit, candidat, pourquoi pas? Ben bien sûr. On risque d'avoir un candidat PC, un candidat lutte ouvrière, un candidat parti de gauche, sans doute peut-être Titi Notin là, pour ensemble. Ça va être mais pour des raisons politiques. On va conclure là-dessus, mais pour des raisons politiques. Pas parce que les gens sont fous. Les gens ne sont pas fous. Tout le monde se rend bien compte que si on rassemble la gauche de la gauche sur de bonnes bases, c'est mieux que de ne pas la rassembler. Il y a des sectaires fous pour croire que c'est bien d'être tout seul sur le thème plus je suis seul, plus c'est bien, plus c'est bon. Alors, on a donc une crise c'est ça le problème de décomposition, recomposition du mouvement ouvrier. Mais les deux vont de pair. Ça recompose un peu, mais ça décompose en France et dans toute l'Europe. Le mouvement syndical est en train de chuter en grande partie. Le PC, pas complètement, l'enterrait pas, mais il est en train de chuter. C'est surtout des gens qui ont mon âge. Ils ont de moins en moins de jeunes. Ils doivent avoir quand même encore 8 à 9 000 élus. Nous, on en a une vingtaine, hein, donc il ne faut pas les enterrer comme ça. Et les élus, ça compte au PC, c'est même décisif. Souvent élus avec le PS, d'ailleurs, avec les voix du PS. Mais je veux dire, il ne faut pas se gourer, il ne faut pas enterrer le PC pour autant. Mais ils sont en pleine crise. Par rapport au PC que certains d'entre vous, comme moi, on a connu, ça n'a plus rien à voir. Plus rien à voir maintenant. C'est un parti électoraliste qui gueule un peu, qui bon. Donc, et du coup, y compris, nous les premiers, on s'interroge sur des formules. Alors, si c'est que des formules, c'est pas grave, mais même gauche-droite, ça pose un problème aujourd'hui. Qui est de gauche, qui est de droite. Le PS dit on est à gauche, il faut une politique pire que la droite.
Donc nous, au NPA, on discute de ça, y compris abandonner la formule. C'est pas historique, hein. Mais je veux dire, on va être obligé, même le langage, de faire gaffe. Parce que sinon, les gens ne comprennent plus rien. Ils ne comprennent plus rien. Ils disent, vous êtes de gauche, vous êtes de droite, vous êtes de l'extrême gauche, c'est quoi? C'est une gauche extrême. Bon, les gens sont complètement paumés. Alors, est-ce qu'un nouveau mai 68, on va arriver à la conclusion, parce que je vais aller dormir, est-ce qu'un nouveau mai 68 est possible? Un nouveau mai 68, oui. Mais je ne vais pas vous faire l'histoire de mai 68, papier raconte, pas question. Mais dans la mesure où mai 68 n'était pas une révolution, c'était une révolte. Ce qui est différent. Alors, est-ce qu'une révolte est possible? Absolument. J'irai même plus loin. En mai 68, il n'y avait pas ce sentiment de ras-le-bol qui existe aujourd'hui dans le pays. Il y a un ras-le-bol contre tout le monde, mais il y a un ras-le-bol sur lequel on ne peut plus vivre. C'est plus possible. Avec les salaires qu'on a, enfin, la discussion, moi je vois toujours à Saint-Denis, les discussions qu'on a avec les gens, c'est est-ce que je pourrais payer mes loyers? Est-ce que je vais garder mon boulot? J'en ai pas, est-ce que je veux en avoir un? J'ai 50 ans, est-ce que je veux un travail à 50 ans? Réponse non, hein, en gros. Est-ce que mes gosses, je vais pouvoir les envoyer en vacances? Ou alors uniquement les polos de la mairie parce qu'ils sont moins chers? Enfin, je ne rentre pas dans les détails. Vous allez chez Carrefour, c'est la première fois que vous voyez maintenant les gens qui comptent pièce par pièce, puis qui remettent sur le comptoir. C'est trop cher. Donc le ras-le-bol, il est généralisé aujourd'hui, pas la peine de le chialer. Mais c'est comment arriver à le matérialiser en force politique. Alors, la différence de 68, il y a des aspects mieux, il y a des aspects moins bien. C'est pour ça que ma conclusion, c'est qu'il faut un nouveau mai 68 qui réussisse, mais ça sera plus dur et plus facile. Plus facile, pourquoi? D'abord, les étudiants en 68 étaient 300 000. Aujourd'hui, ils sont 2 millions. C'est une force. Mais 2 millions, en 68, ils ne connaissaient pas les ouvriers. C'était vraiment l'étudiant qui allait voir l'ouvrier comme la vache allait voir le taureau. Hein. C'était et alors, il y avait des groupes populistes, maoïstes et tout. On va voir l'ouvrier, des grotesques. Mais il n'y avait pas de lien. Aujourd'hui, la moitié des étudiants travaillent pour payer leurs études. Ici, ils sont dans les grands magasins, vendeurs, etc. C'est pas la peine de leur raconter ce que la classe ouvrière, même le livre, hein, la moitié. Donc là, c'est plus facile. Bon, du coup, la liaison ouvrier-étudiant, si ça bouge, ce n'est pas le cas, elle est plus facile qu'en 68. Ma petite histoire que j'ai racontée tout à l'heure, en 68, quand j'ai appris qu'il y avait la grève à Renaud-Billancourt, je me suis dit, ça y est, les ouvriers partent en grève, il y avait 30 000 ouvriers à l'époque, et hop, j'ai fait stopper l'AG, on est tous partis en manif à Renaud-Billancourt, faire la jonction ouvrier-étudiant, on s'est trouvé devant un mur, devant Renaud-Billancourt, puis encadré par le PC et la CGT, il y avait 200 ouvriers qui nous faisaient des petits signes de la main, bon, il n'y a jamais eu de jonction. Puis quand tout le monde s'est mis à gueuler le pouvoir aux travailleurs, nous les premiers, le pouvoir aux travailleurs, le pouvoir aux travailleurs, à qui? Le PC n'en voulait pas, le PS n'en voulait pas, la CGT n'en voulait pas, nous, grotesque, les donner aux dirigeants étudiants, Gesmar, Sauvageau, faire des manifs, ok, mais prendre le pouvoir, les ouvriers disaient ça va pas la tête, non? Il n'y avait personne, on gueulait comme des cons, le pouvoir aux travailleurs, on ne savait pas à qui le donner. Bon, il n'y avait pas de structure ouvrière, de vrai comité de grève. Il n'y en avait qu'un, en plus c'était à Saclay, des scientifiques. Un copain, il est mort, enfin il n'est pas mort de ça, mais il en a fait un bouquin, mais c'était le seul soviet qui existait, ça s'appelle d'ailleurs un soviet à Saclay. Mais ailleurs, ça n'existait pas. Ce qu'on appelle l'auto-organisation, où on peut dire, l'Assemblée, on n'a plus rien à foutre, le Parlement à l'époque, tout le monde s'en foutait, mais que les assemblées de délégués ouvriers se réunissent nationalement et prennent le pouvoir. Pour ça, il faut qu'elles existent. Elles n'existaient pas. Aujourd'hui, il y a des grèves à la Poste, il y a des grèves dans les hôpitaux très radicales. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut les soutenir à 100%. Mais il n'y a pas ce qu'on peut appeler l'auto-organisation. Il n'y a pas de véritable structure qui organise l'ensemble des grévistes syndiqués, surtout qu'il y a de moins en moins de syndiqués, non syndiqués, et sur lesquels on pourrait s'appuyer. Alors, c'est pas de la faute, je veux dire, bon, nous on essaye, hein, mais c'est pas nous seuls qui allons les faire, hein, loin de là. Mais il n'y a pas d'auto-organisation. Dans toutes les luttes qui se mènent, il n'y a pas de lutte nationale. Donc, tout ça, c'est des... On a un PC, je l'ai dit, et une CGT qui sont un peu débordés, et du coup, ça nous pose un sacré problème. C'est là-dessus que je vais conclure. C'est que faire? Moi, je crois que d'abord, il ne faut pas baisser les bras. Deuxièmement, je l'ai dit, les conditions de révolte, et ça, c'est pas nous. Elles peuvent péter demain sur n'importe quoi, vu le climat qui règne. Je vous signale que 15 jours, je crois, avant mai 68, Viançon-Pontet, le directeur du Monde,
a pondu un fameux édito, La France s'ennuie, 15 jours avant 68. Hein. Bon, donc il s'est planté royalement, le pauvre, on aurait écrit les mêmes conneries. Mais donc on peut simplement constater que ça viendra peut-être sans doute pas de nous, qu'il y a un climat de révolte, de ras-le-bol, et qu'une étincelle peut foutre le feu à la plaine, comme dirait l'autre. Mais on ne sait pas d'où elle peut venir. Ça peut venir d'une boîte de métallurgie, ça peut venir des étudiants qui pour le moment ne bougent pas trop, ça peut venir de... On ne sait pas. Bon, mais d'abord, il faudrait que ça existe, et donc il faut le préparer. Deuxièmement, si ça existe, et généralement ça part spontanément, c'est pas un parti, une organisation, mais par contre, il faut lui donner une perspective. Et en 68, il n'y en avait pas. Moi, j'étais à la comité de direction, on discutait Nick Malcolm, Benny et les autres, qu'est-ce qu'on fait demain, qu'est-ce qu'on fait après-demain, est-ce qu'on va sur les grands boulevards? On n'a jamais eu de discussion stratégique, jamais, jamais. Donc il n'y avait aucune alternative politique crédible. Et ça, c'est le rôle des révolutionnaires de la créer. Et ça m'amène à la conclusion, c'est comment on peut définir une révolution? Alors il y a ce que Lénine Trotsky disait, quand ceux d'en haut ne tolèrent plus, ne peuvent plus diriger comme avant, tellement ils sont protestés, et quand ceux d'en bas n'acceptent plus d'être dirigés par ceux d'en haut. Bon, moi je donnerais, en toute modestie, c'est pas une définition, mais j'ajouterais, c'est quand l'agitation, quand la propagande devient de l'agitation. Je m'explique. L'agitation, c'est dire plein de choses, c'est dire peu de choses à beaucoup de gens. Je sais que quand j'étais à la Sorbonne, avant 68, on ne faisait pas uniquement la révolution, on partait de choses très concrètes aujourd'hui, c'est l'autonomie des universités, les privatisations des universités, je passe des étudiants ici, et on doit répondre à ça. Hein. Surtout pas répondre uniquement à la révolution, les conneries. Il faut être capable de s'impliquer dans le milieu, de répondre à des trucs immédiats, etc., pour se faire reconnaître. C'est ce que j'appelle, moi, de l'agitation. Et là, on était, des milliers d'étudiants se reconnaissaient dans nous, parce qu'on répondait à des problèmes immédiats du milieu étudiant. Puis on faisait aussi de la propagande révolutionnaire. Là, c'est dire peu de choses, de dire beaucoup de choses. La révolution, il faut détruire le capitalisme, alors pas aussi que je le dis là, mais il faut expliquer ce que j'ai essayé tout à l'heure en introduction, c'est la société qui est en cause, c'est là qu'il faut mettre en cause, sinon on n'y arrivera pas, il faut certes mener des luttes, mais etc. Expliquer. En période normale, peu de gens vous écoutent. Moi, je sais que quand on distribuait ces tracts à la Sorbonne, les gens ils me regardaient en disant ils sont marteaux, ceux-là. Bon, les trotskistes, comme on vous dit, trotskistes, mais ils sont fous, bon, c'est pas grave. Le reste, ils nous croyaient, mais alors là, ils nous envoyaient paître. Puis, et ça, mai 68, et les mots d'ordre de propagande sont repris par des centaines de milliers de gens. Un mot d'ordre qui, par exemple, n'est pas évident, hein, nous sommes tous des juifs allemands. Au moment de l'expulsion de Cohn-Bendit, nous sommes tous des juifs, faire gueuler ça à des centaines de milliers de gens, pas fastoche, hein, allemands en plus. Mélenchon dirait, mon Dieu. Bon, donc nous sommes tous, moi je prends ça, mais comme le pouvoir aux travailleurs, ça c'est des mots d'ordre qui vont drôlement loin. Et des centaines, alors on s'est dit, merde, nos trucs d'agitation, on croyait être complètement paumés, tout le monde les apprend. Bon, ça suffisait pas. Parce que j'ai dit après, comment on concrétise ça? On ne pouvait pas, on n'y arrivait pas. C'est pour ça que nous, on en a conclu la différence des maoïstes et de tous les autres groupes d'extrême gauche, c'est pas une révolution. Et que ça ne le serait pas. Comme on disait, on ne sait pas où ça va, mais on sait où ça va pas. Ça va pas une révolution, on va pousser jusqu'au bout, jusqu'où ça va, ça, on peut pas le dire. Et c'était juste. Et après, dernière parenthèse, promis, après, certains gauchistes au vrai sens du terme, comme Gesmar, qui est devenu ministre après, un maoïste, secrétaire du SNES-SUP, avec Sauvageau et comme même un des dirigeants de 68, le père Gesmar, qui n'avait pas compris tout ça, il a vu qu'il y avait l'échec de 68, de Gaulle, les élections de Gaulle, il dit on va faire de la provocation, et du coup il y aura des éléments de solidarité à la classe ouvrière, et hop, ça va redémarrer le truc. Et alors, ça a été la provoque des Mao devant Renault. Il y a eu des tués, malheureusement. Bon, à ce moment-là, bon, les Maoïstes sont devenus ultra-gauche. On fait de la provoque, ça a foiré complètement. Et alors, troisième étape, Gesmar, ancien maoïste, ancien secrétaire du SNES-SUP, ancien dirigeant de 68, se retourne complètement sur le thème, finalement, ils ne nous suivent pas, c'est que la classe ouvrière n'existe plus. Les gens dans le gouvernement Mitterrand. Il s'est retrouvé ministre.
sous-ministre de l'Éducation nationale. Il n'allait plus aux manifs. Une fois, j'ai rencontré une manif. Il dit, tu te rends compte, alors, ça fait 15 ans que je n'ai pas été à une manif. Il dit, bah, bravo. Bon, enfin, bref. Bon, mais voilà, je veux dire, c'est pour ça qu'il faut être à la fois lucide, pas bluffé sur la réalité. C'est vachement dur de militer aujourd'hui. Nous, on a perdu, on était 9000 quand on a créé le NPA. C'est le chiffre qu'on a donné. Là, beaucoup n'étaient pas militants, mais on était 9000 de gens qui croyaient qu'on allait créer une nouvelle organisation plus large que la Ligue. Et c'était juste. Et on en a perdu des milliers. On est encore, on doit être un chiffre réel maintenant, mais réel 2500, ce qui est déjà pas mal. 2500, peut-être 3000 à tout casser. Mais on a perdu énormément, pas tellement pour les scissions, quelques centaines, malheureusement, d'ailleurs, de camarades très formés nous ont quittés, mais la plupart des gens qui nous ont quittés, c'est pour aller nulle part. C'est pour aller nulle part, c'est sur le thème, ils nous filent un peu de fric, ils nous aident un peu, quand il y a des élections, Besançon, machin, mais c'est qu'ils y croient plus, ils nous disent bravo, bon, moi, ils croient que je suis mort, mais sinon, t'es pas mort, putain, c'est chouette, mais heureusement, il y a des jeunes, il y a Olivier, il y a des gens comme ça, mais c'est qu'ils n'y croient plus. Et au PC, chez les Verts, à Ensemble, c'est pareil. Il y a des camarades d'Ensemble qui militent plus maintenant, qui font du syndicalisme, parce que c'est dur. Donc moi, ce que je crois, c'est qu'il faut qu'on évite deux choses, et ça peut se démarrer, j'y crois vraiment, hein, mais ça va prendre du temps, la conviction. Il faut éviter une réponse sectaire à cette situation. Sur le thème, c'est vachement dur, je fous tous mes mots d'or, personne ne me suit, mais ça prouve que j'ai raison, en haut, hein, pour aller vite. Et plus je suis isolé, plus c'est bon. Plus ça prouve que j'ai raison. On a des groupes sectaires, hein, en France, pas se cacher, avec qui on peut faire des trucs, mais qui résonnent un peu comme ça. Donc tout ce qui est unitaire, c'est de la merde. Le mouvement des femmes, le mouvement des sans-papiers, le mouvement machin, le mouvement machin. Il y a des réformistes, bien sûr. Il y a des réformistes là-dedans, mais on rejette. Ça, c'est une connerie. C'est une connerie. Il ne faut pas donner une réponse sectaire. Il y a l'autre réponse qui est opportuniste. Qu'on a connu, nous, avec des scissions, mais même qui est logique, et moi je ne leur jette pas la pierre, c'est de dire c'est trop dur de se battre sur des idées révolutionnaires, il faut s'adapter un petit peu, et c'est le front de gauche. Puis après, ils s'aperçoivent que le front de gauche n'a pas fait de percée, que Mélenchon c'est Burke, que Laurent c'est vraiment pas le gars qui est attirant aujourd'hui. Et puis au niveau de l'internationalisme, parce que quand même c'est des camarades qui ont beaucoup été chez nous, qui ont gardé la fibre internationaliste et ils sont gênés. Ils voient bien que ça colle pas, enfin bon, avec tout ça. Mais je veux dire, mais je leur jette pas la pierre non plus, je crois qu'il faut travailler avec tout le monde. Mais nous, il faut qu'on garde absolument à la fois une ligne unitaire, dans l'action, parce que dans l'action, il faut l'unité, même avec des réformistes, dans l'action. Je ne dis pas les élections, dans l'action. Et nous, on la propose, tu l'as dit justement, aux sans-papiers, partout on est là-dedans, même si on travaille avec des gens qui sont réformistes. Mais s'ils sont d'accord pour se battre, par exemple, pour des papiers pour tous, puisque maintenant il y a la bagarre hein, pour les sans-papiers, vous avez vu comment les flics interviennent violemment et tout. Je veux dire, dans tous ces trucs, dans les luttes écologistes, Notre-Dame des Landes, etc., il faut y être à fond, même avec des gens qui peuvent être soit des violents, soit des non-violents, pacifistes, soit des... Mais on est complètement là-dedans, on y développe notre ligne, mais on y est. Et en même temps, donc il faut être dans les trucs unitaires, l'unité d'action c'est clé, parce que c'est comme ça que les gens se mobilisent. Trotsky a une formule que j'ai utilisée dans les étudiants en droit tout à l'heure, n'est-ce pas? La seule. Mais je la trouve très bonne parce que j'ai un petit peu vécu à ma façon. Il dit dans un mouvement de masse, les gens deviennent quotidiennement méconnaissables. Méconnaissables. Et c'est vrai. Vous croisez, moi je vais à Saint-Denis, des gens le matin, ils prennent leur métro, boulot, dodo, il fait nuit, on se dit à peine bonjour, on ne se connaît pas. Pète la nuit, il y a la grève, les gens sont méconnaissables. On l'a entendu d'interviews de femmes à la télé, de grévistes, qui expliquent comment leur vie change. D'abord, il y a la grève, ils ne bossent plus. Puis on se réunit le soir, on se réunit dans la rue, on se réunit. Je veux dire, on change complètement, on prend conscience de l'action collective, on se radicalise. Mais on ne se radicalise pas parce que vous avez 20 trotskistes qui arrivent avec le programme boum, 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 mais parce qu'au contraire, on est dans le mouvement. On est dans le mouvement et on essaye de le politiser. Alors ça, c'est vrai. Hein. Nous, on a une ligne politique. On essaye de le politiser au maximum et d'essayer de commencer à expliquer, mieux que moi, un peu aujourd'hui, tous les problèmes qu'on rencontre, comment il faut les dépasser, quelles sont les revendications, moi je vois dans les entreprises, sur lesquelles il faut se battre pour obtenir un minimum de crédibilité. Si le mouvement pète demain, on aura plus de crédibilité qu'en 68. En 68, on avait une grosse implantation étudiante, on avait gagné pendant des années, donc ça allait, et une implantation ouvrière nulle. On avait 20 ouvriers de service,
qu'on montrait à tout le monde. C'était les 20 ouvriers vivants. C'est grotesque, on n'est pas. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus. On a une implantation, cheminot, métallurgie. Elle n'est pas énorme encore, mais elle est plus grosse. Mais l'implantation, il faut, par des luttes quotidiennes, la créer avant qu'il y ait un grand mouvement, parce qu'à ce moment-là, on a acquis des galons de crédibilité. On ne les acquiert pas à la dernière minute en allant à la porte des usines comme les Mao. Ça, c'est de la connerie. Parce que vous êtes étudiant, si vous êtes étudiant, il y a une grève, ils savent très bien que vous trouvez du boulot, alors que le gars qui fait grève, il sera viré. Il n'aura pas de boulot. Donc les ouvriers, ils font la différence tout de suite. Hein. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais s'implanter en milieu ouvrier, s'implanter réellement par un travail quotidien, s'implanter chez les jeunes, ça on le fait un peu, on le fait un peu en milieu ouvrier, et puis à ce moment-là, gagner des galons de crédibilité de façon non sectaire pour pouvoir intervenir. Plus la situation se développe, plus on peut intervenir. Mais je vous répète, bon là je reviens, c'est la dernière épisode d'Ukraine, c'est un nouveau parti qui vient de se créer. Bon, il se réclame du marxisme, du socialisme, de l'anti-stalinisme, génial. Bon, mais c'est typique. En Ukraine, j'étais le 1er mai. Les 1er mai staliniens, il y avait 300 000 ouvriers dans la rue avec le drapeau rouge à gueuler. Bon. Là, on était 70 avec le drapeau rouge. Et uniquement la petite organisation qui vient de se créer. Il y avait les anards un peu moins nombreux à côté, et le vieux PC stalinien 1000 à côté. J'ai dit, mais ils m'ont dit, mais tu ne te rends pas compte, on était obligés d'y aller. Puis après, ils ont eu une discussion. Quel nom prendre, le nouveau parti? Ils n'ont toujours pas choisi, donc c'est un parti sans nom, pas grave. J'ai écouté leur discussion. Ils ont fait intervenir des profs, des étudiants qui avaient fait des études sur les noms discrédités dans la population. Alors, des longues études, et puis ils revenaient avec leurs études. Alors, les 3 noms les plus discrédités, c'était socialisme, communisme, révolution. Mais oui, il faut comprendre. Et alors, ils disaient, bon, ben là, il faut éviter ces 3 noms, mais alors il reste quoi? Tous ensemble, parti du mouvement social. J'aurais dit ça, c'est un peu récupérateur. Vous n'êtes pas le parti du mouvement social, vous êtes une petite partie du mouvement social. Enfin bref, c'est pour vous montrer, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc il faut qu'on prenne tous ces, mais il faut les faire ensemble. À bras le corps ces problèmes, construire une organisation qui se réclame de la révolution, de l'anticapitalisme, qu'on essaie de faire avec le NPA. On a en partie échoué, en partie, par les départs, mais je crois que c'est en partie pas lié à notre faute. C'est vraiment la situation. Et il faut essayer de se donner les moyens, et on est en train de rebondir maintenant pour que des tas de nouveaux camarades viennent et qu'on arrive à construire une organisation comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Merci d'avoir été aussi long. Je me